Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury avec un nouveau jour qui s'est levé avec l'actualité de notre cher pays qui est relative ces derniers jours à la fin du processus électoral, un processus qui a abouti à l'élection d'un nouveau président de la République. Il s'agit bien sûr de Faure Sozimnanya Simbe qui se succède à la tête de la République togolaise pour un troisième mandat consécutif. Il a donc prêté serment hier devant les juges de la Cour constitutionnelle. 5 longues nouvelles années avec d'énormes défis à relever, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, etc. Des réactions se multiplient au lendemain de ce nouveau parcours, tant sur le plan national qu'international, en matière de défis et par rapport aux chantiers qui attendent le nouvel élu. Le débat s'impose et c'est autour de ce plateau avec les confrères Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de Radio KNTV et des autres radios partenaires. Et merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi pour surtout la disponibilité à cette émission Grand Jury. Nous aurons avec nous bientôt le second invité. Il s'appelle Emmanuel Vivien Tommy, directeur de publication du journal Plume Libre. Il va arriver, mais avant qu'il soit avec nous autour de ce plateau, je tiens à rappeler que cette émission est suivie à Lomé sur les ondes de radio KNTB, à Palimé sur radio VGK, à Nehor Radio Lumière et puis sur le web, deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous accompagne dans ce numéro de votre émission. Bonjour à toute la ville de Thiévié, donc à tous ceux qui nous suivent dans la préfecture de Zio et dans le monde entier, sans oublier les Togolais de la diaspora, ceux qui sont en Suède, en Allemagne, en Belgique, en France, où qu'ils soient à Londres. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ceci étant, rapidement avec Germain, quel nouveau vent, selon vous, a commencé par souffler à partir de ce matin? Bon, à partir de ce matin, c'est que le chef de l'État donc, prend officiellement fonction depuis hier avec son investiture. Je crois que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un nouveau mandat qui commence pour lui avec de nouveaux défis. Quel vent alors? C'est le vent de la démocratie, tout d'abord parce que nous avons réussi à enchaîner finalement une quatrième bonne élection, donc 2 législatives et 2 présidentielles. Donc le processus s'est achevé donc, avec l'investiture officielle hier. Et donc la démocratie togolaise a fait un grand bond. Nous avons connu une démocratie difficile dans notre pays, une démocratisation difficile. Vous savez que depuis les années 90, avec l'appel de Gaulle, le premier mouvement démocratique sur le continent, en tout cas dans les pays francophones, notre pays a été sur le banc des accusés de la communauté internationale, coupé des relations internationales, surtout économiques, parce qu'il y avait un déficit démocratique. Et il a fallu attendre donc, les législatives de 2007 pour qu'on reconnaisse qu'enfin les Togolais font de la démocratie, ont réussi une élection à ses propres crédits. Ensuite, il y a eu donc la présidentielle de 2010, reconnue crédible qui a ouvert finalement toutes les bandes de la coopération, donc avec la communauté internationale. Le Togo est revenu dans le concert des nations démocratiques et finalement il y a eu ces législatives de 2013 qui ont fait que le Togo est vraiment en pleine démocratisation aujourd'hui en rempli avec une 4e bonne élection. On peut dire qu'aujourd'hui le Togo est un pays démocratique parce que quand vous voyez à l'est et à l'ouest le Ghana et le Bénin qui étaient cités pendant longtemps en exemple, il y a eu quelques reculs avec des élections très contestées, notamment au Ghana lors de la présidentielle dernière, le contentieux a duré des mois. Au Bénin, on a vu l'élection d'Yahi Boni aussi assez contestée, donc on fait des bons en avant, en arrière. Mais après, il y a les observateurs qui sont beaucoup plus neutres, qui arrivent quand même à valider ce genre de processus. Il y a les partenaires comme le PNUD, enfin l'ONU, globalement qui accompagne et qui suit de près parce que les élections, on ne le dira jamais assez, sont source de tension.
source de troubles dans nos pays et donc mettre en péril la paix pour laquelle l'ONU a été créée. Et donc l'ONU est très regardante donc, par rapport à cela. C'est pour cela que le PNUD est généralement très présent aux côtés des États qui organisent les élections. On a nos partenaires traditionnels, qui sont ceux de l'Union européenne, qui accompagnent toujours ce processus de démocratisation. Et donc, je crois qu'il y a toutes ces communautés. Ajouté à cela, l'Afrique qui devient de plus en plus responsable avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, l'UEMOA, donc qui accompagne les pays membres donc, de ces organisations-là, et puis la francophonie qu'on ne devrait pas oublier. Donc, le vent qui souffle, c'est un vent de satisfaction, malgré ce que les gens cherchent à porter comme contestation, mais sans vraiment convaincre, parce qu'on a vu, d'habitude, quand on proclame les résultats, quand on parle de fraude, spontanément, les gens descendent dans les rues. On n'a pas vu quand un leader même crie qu'il a été victime de la fraude. Ces militants ne réagissent pas, donc vous comprenez que quelque part, les uns et les autres ont compris que le processus a été assez transparent. C'est à la régulière, donc le président qui est élu a remporté donc, ce scrutin, donc la contestation ne prend pas du tout. Donc vous comprenez que sur le plan national, même, il y a quand même cette satisfaction d'avoir tenu une bonne élection, une élection où le gouvernement s'est battu, quoi qu'il ait organisé cette élection sur fonds propres. On s'attendait à ce qu'il le conduise de manière unilatérale, mais ça n'a pas été le cas. Le gouvernement s'est ouvert à tous les partenaires qui le souhaitaient pour venir regarder et pour venir accompagner le Togo. Donc ce qui a été fait, on a vu cet effort de transparence et surtout d'aider tous les autres candidats à partir sur un même pied d'égalité, à essayer d'équilibrer un peu les chances des uns et des autres avec un soutien financier donc, à la campagne. On a vu un peu le traitement équitable de tous les candidats, notamment sur les médias d'État. Donc je pense que c'est un exemple que le Togo vient de donner. Organiser des élections sur fonds propres, c'est la deuxième fois que ça se fait. Ce n'est pas facile. Des pays comme le Bénin essaient de le faire, mais difficilement. Ils font toujours appel aux bailleurs de fonds. Et c'est une marque de souveraineté. Vous dites que vous êtes un État souverain. Ce n'est pas l'étranger qui va organiser des élections pour vous. Le Togo l'a fait. C'est vrai, il n'y a pas que les élections, il y a d'autres choses à faire. Mais les élections, c'est important. Il faut qu'on marque notre souveraineté, qu'on les finance. Le Togo l'a fait, mais a ouvert ce processus à tous ceux qui le souhaitaient, du moins les partenaires traditionnels. Et donc, pour moi, c'est un vent de satisfaction générale. On peut être un peu déçu que les perdants n'aient pas participé quand même à ce vent de satisfaction générale, parce qu'ils devraient quand même être satisfaits de dire que bon, nous nous sommes battus avec les moyens que nous avions. On a essayé de convaincre qu'on n'a pas réussi. Ce n'est pas à la fin. On est en politique, peut-être à une autre occasion. On pourra donc avoir l'adhésion d'un plus grand nombre de Togolais, ce qui malheureusement n'est pas le cas, mais ça n'enlève en rien cette satisfaction des Togolais d'avoir réussi un processus électoral dans la paix. Ça, on est habitué à cela, dans la transparence de plus en plus, et donc je crois que c'est un vent de satisfaction. Maintenant, après cette satisfaction, les problèmes sont là. Voilà, on va en parler. Les élections sont là, il faut passer. On va en parler tout à l'heure, mais tel que, conformément au développement que vous venez de faire, il y a une question qui revient. Est-ce que l'Afrique peut parvenir un jour à une élection sans contestation? Oui, elle peut parvenir. Certains y arrivent. Pendant longtemps, le Ghana a réussi. Mais dernièrement, on a vu... Oui, mais on a vu. Mais les contestations ne sont pas mauvaises en soi. Parce que quelqu'un qui pensait gagner et qui vient dire qu'on l'a volé, il peut être de bonne foi. Quand il est de bonne foi, il fournit les preuves qui attestent qu'il a gagné. Mais quand il est de mauvaise foi, comme c'est le cas dans notre pays, on n'a pas de preuves, donc on ne saisit pas le juge constitutionnel, puisque quand on saisit le juge, il faut apporter les éléments de preuve. Bon, là, il y a une mauvaise foi. Mais la contestation en soi n'est pas mauvaise. Je crois que dans les grands pays occidentaux aussi, il y a le contentieux électoral, mais on saisit les juridictions compétentes. On ne fait pas beaucoup de bruit, parce que généralement, les gens sont plus fair-play là-bas. Les candidats acceptent beaucoup plus, parce que bon, ils connaissent. Et puis d'ailleurs, dans les sondages, on accorde beaucoup plus de crédit aux sondages et chacun se fixe déjà avant le jour. Les sondages permettent souvent de se fixer, quoique parfois, dans de rares cas, on se trompe aussi sur les sondages. Mais généralement, les sondages permettent aux uns et aux autres de se situer. Mais après, le processus en soi,
se déroule bien et les gens ne contestent pas. Comme maintenant, l'Afrique, est-ce qu'elle peut? Oui, elle peut, si nous avons des candidats de bonne foi qui connaissent leurs forces, qui reconnaissent aussi leurs limites et leurs faiblesses, qui savent dire pourquoi ça n'a pas marché et travaillent pour la prochaine élection, ce qui n'est pas le cas au Togo quand certains sont convaincus que si l'autre gagne, c'est qu'il a volé et qui ne cherche pas à voir réellement où sont les faiblesses. Aujourd'hui, c'est le terrain. Il ne s'agit pas de faire le tour des radios, des télévisions à Lomé pour dire qu'on est populaire. C'est vrai que ceux qui le font sont plus populaires à Lomé, ça il faut le reconnaître. Mais Lomé, ce n'est pas tout le pays. Quand vous sortez déjà de Lomé, ils sont en difficulté. Donc aujourd'hui, il faut aller là où vous n'êtes pas populaire pour travailler. Il ne faut pas rester un peu dans votre zone, encore que le candidat qui a perdu un peu à Lomé est en train de grignoter sur votre terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez l'électorat du président Faure, il passe pratiquement à 30% à Lomé, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où le RPT d'antan n'arrivait pas à faire 20%. Donc à Lomé, ça veut dire qu'au moment où vous êtes satisfait, que vous êtes populaire, l'autre il travaille, il reconnaît là où il y a du travail à faire, il le fait. Les candidats ne le font pas, malheureusement ici, en tout cas je parle de ce qui concerne le Togo, et donc ils contestent, mais ils ne peuvent pas convaincre. Maintenant, l'Afrique, est-ce qu'elle peut ne pas contester? Le Nigeria récemment a donné un bel exemple, un président sortant qui a été battu, qui a été fair play. Je crois que c'est une leçon pour tous les perdants des élections. Il faudrait le faire parce que la bataille ne s'arrête pas là. Reconnaître la victoire de l'autre n'empêche pas de rebondir à la prochaine élection. Mais est-ce que par rapport au Nigeria, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un président sortant que ça a été trop facile? Non, je pense que c'est plutôt quand c'est quelqu'un qui n'est pas au pouvoir que c'est plus facile. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo a été battu, mais après c'était la guerre pratiquement. Ça veut dire que quand le président est battu, c'est souvent plus difficile à digérer parce qu'on estime qu'on est bien parti pour remporter. Les opposants généralement estiment que ceux qui sont au pouvoir ont les leviers. Donc pour pouvoir s'éterniser, ce n'est pas facile. Et quand vous êtes donc président, enfin sortant et vous êtes battu, c'est beaucoup plus difficile à supporter à mon avis pour quelqu'un qui n'est pas au pouvoir et qui va tenter sa chance et qui est battu. Mais je crois que c'est que le candidat Goodluck Jonathan a voulu quand même donner une chance à la démocratie pour qu'elle s'implante véritablement donc, au Nigeria, et donc il a joué sa part. Sa vie ne s'arrête pas après la présidence. Il sait qu'il a une vie après donc qu'il a été président. Il faut que les gens le sachent. Il y a une vie avant, pendant et après, donc il ne faut pas s'approcher que vaille au pouvoir. Il ne faut pas forcément chercher à s'éterniser contre la volonté donc de son peuple, et je crois que le Nigeria a donné un bel exemple. Plusieurs pays aussi avant ont donné des exemples. Le Sénégal, la dernière fois, Wade voulait quand même s'accrocher quand il a été battu. C'est vrai, on pourra vous dire qu'il a été quelque peu contraint, mais de toute façon, il a appelé Macky Sall pour le féliciter, donc reconnaître que c'est sa victoire. Et je pense que tous les perdants des élections, quand le processus est transparent, comme ce fut le cas donc, le 25 avril dernier, doivent faire l'effort de reconnaître tout simplement qu'ils n'ont pas eu l'adhésion la plus massive possible et qu'ils ont perdu l'élection, et féliciter au besoin. Mais les félicitations, ce n'est pas ça qui légitime le président qui l'a élu. Bon, c'est juste un acte de fair play. C'est comme vous voyez généralement dans les grands matchs de foot. Après le match, les joueurs s'embrassent, s'échangent les maillots. Les gens sont malheureux, ils pleurent, mais quand même ils embrassent l'adversaire. C'est un jeu, bon, on a perdu, on espère gagner la prochaine fois. Voilà, on espère gagner la prochaine fois. Comme nous vous l'avions dit, notre second invité, il vient d'arriver et il est assis autour de ce plateau avec nous, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication du journal Plume Libre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour plateau. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs et aux auditeurs et auditrices. Voilà, nous étions en train de tenter de répondre à une question qui revient très souvent, celle de savoir si l'Afrique peut parvenir un jour à organiser une élection sans contestation. L'Afrique est sur la voie. Vous avez sans doute en mémoire le Nigeria qui a organisé ces élections, et le perdant n'a pas tardé de reconnaître le vainqueur.
Il faut noter que le perdant, c'est le président sortant. Mais le président sortant, effectivement, a pu appeler le vainqueur et ils se sont même entendus, ils se sont embrassés. Ça a été même organisé comme un show avec la presse qui était présente. Alors, à part le Nigeria, il y a également le Sénégal et il y a également d'autres pays. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont les anciens opposants qui, il y en a qui ont du mal à reconnaître leur défaite. Vous savez, au Sénégal, ce n'était pas facile pour Wade. Mais après, il s'est dit, mais entre le pays et soi, il faut choisir son pays. Il a voulu forcer les choses, mais il était obligé. Aujourd'hui, il est clair que si vous ne reconnaissez pas votre défaite, vous êtes un mauvais perdant. Et le jeu politique ne s'arrête pas à cette élection. Si on revient au cas du Togo, nous avons fait la présidentielle en 2015, c'est parti pour 2020. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de reconnaître la victoire de l'autre, vous pensez qu'en 2020, si vous avez gagné, l'autre va vous reconnaître? C'est la grande question. Donc, je crois qu'il revient aux dirigeants africains, aux politiciens, aux acteurs politiques de notre continent, de montrer cette maturité-là. Vous savez, en France, ça n'a même pas... c'est presque d'emblée. Le vaincu reconnaît en même temps... Ça devient un peu une règle respectée. Aux États-Unis, c'est la même chose. Vous savez, même quand il y a eu les problèmes avec Bush et son adversaire, l'adversaire de Bush a choisi le pays et a fait ce pas-là. Mais ici, on ne peut pas comprendre qu'on sache soi-même qu'on a été battu, mais qu'on ne puisse pas avoir le courage de saluer la victoire de l'autre et de montrer l'exemple aux citoyens. Parce qu'en vérité, les citoyens ne font que suivre le mot d'ordre des leaders politiques. Donc, quand le leader politique, comme au Nigeria, a dit « je reconnais la victoire de l'autre », mais pas besoin de faire encore des manifestations pour contester, pour réclamer quoi que ce soit. Je crois que cela y va de notre maturité démocratique et politique et on espère que dans les jours à venir, ce sera encore mieux dans presque tous les pays africains. Voilà, le grand souhait. Donc, ceci étant, nous allons aborder le sujet principal qui concerne les grands défis qui attendent le nouvel élu. Faure Essozi Gnassingbé, bien sûr, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il a déjà ouvert beaucoup de chantiers, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un pays en difficulté dont le président Faure Gnassingbé a hérité, on le disait, un pays coupé pendant longtemps de toute opération économique, un pays qui a vu son tissu routier dans un état de délabrement avancé, un pays qui avait des fonctionnaires avec plein d'arriérés, donc de salaire, un pays dans l'agriculture donc démarrait difficilement avec les flambées de prix donc, des produits sur le marché. Donc un pays dont l'un des défis, on revient parce que la démocratie est la base de toute chose, un pays dont la démocratisation était assez difficile. Et donc, sur plusieurs plans, il y avait des difficultés. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est venu, il a fait un certain nombre de choses. Le peuple lui a confié un nouveau mandat. Je crois que lui-même a dit qu'il a passé une bonne partie de son temps à pacifier le pays, à l'apaiser, surtout sur le plan politique, avec cet accord sur lequel il faut forcément revenir, cette collaboration qui continue entre l'opposant togolais le plus connu, donc le plus populaire, Jammeh et Gilles Christ-Olympio, et donc Faure Gnassingbé qui travaillent ensemble. On les a vus ensemble encore le 26 avril dernier pour la réanimation de la flamme de l'indépendance. Donc je crois qu'il l'a fait. Après maintenant, il a mis le Togo en route vers le développement. Il a commencé par développer d'abord l'agriculture. Nous avons un niveau assez satisfaisant aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Il y a l'emploi des jeunes. Vous savez, les jeunes sortent des milieux de formation, que ce soit universitaire ou professionnel. Et aujourd'hui, il faut trouver un travail où il faut se mettre à son propre compte. Ce n'est pas évident.
Il y a la santé. C'est vrai qu'avec l'INAM, beaucoup de choses ont évolué en ce qui concerne les fonctionnaires. Mais par rapport à l'INAM, il y a les autres qui doivent en bénéficier, nous-mêmes les journalistes, les artistes, les artisans, les commerçants et toutes les autres couches. Il y a eu des efforts au niveau de la Carman avec la césarienne, au niveau de l'éducation avec la gratuité, donc au primaire, au préscolaire et tout ça. Mais il y a beaucoup de défis. Il y a toujours des écoles qu'il faut reconstruire, il y a du personnel enseignant qu'il faut recruter, ça a été fait tout récemment pour cette rentrée. Il y a des hôpitaux qu'il faut encore reconstruire, les équiper. Et puis, il y a aussi cette grogne sociale-là, où les travailleurs, quoique pour la plupart, ont vu leur salaire doubler ou tripler depuis une dizaine d'années aujourd'hui, sont toujours confrontés à la vie chère et veulent voir aussi leur pouvoir d'achat augmenter avec les grèves répétitives qu'on a observées jusqu'à la veille de l'élection. Je crois qu'après l'élection, il va falloir que le chef de l'État aussi s'attaque à ces chantiers-là. Cette grogne sociale-là, c'est le plus pressé. Mais après, il a promis pendant la campagne d'agir beaucoup plus dans le social. On a vu un peu ce processus d'ouvrir les finances, de rendre les finances inclusives, de les ouvrir aux couches qui étaient exclues du système traditionnel, donc de financement des activités. Donc on espère aussi que le FNFI va prendre son envol, intéresser plusieurs catégories. Mais après, il y a l'industrialisation du pays qui est importante. On produit aujourd'hui beaucoup au niveau de l'agriculture. Il faut pouvoir transformer tout cela, mais il y a plusieurs défis. Maintenant, pour revenir à un autre défi, c'est la démocratie, parce que c'est toujours une quête permanente. Nous avons fait beaucoup d'efforts, je le disais, il y a eu des bons qui ont été réalisés où notre pays aujourd'hui est un exemple. On ne le dit pas assez, mais vous verrez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notre pays sera cité quand même comme un exemple de démocratisation assez responsable dans la transparence. Et là aussi, il faut se battre pour garder le niveau auquel on est parvenu, parce qu'on ne saurait plus reculer. Et il y a aussi le défi des élections locales qui attendent la décentralisation, on en parle depuis des années. Il y a aussi les réformes sur lesquelles il faut forcément revenir, parce qu'on en parle, quoique réellement, on en a fait un grand problème, même si ça n'était pas un, parce que finalement, la limitation du mandat présidentiel, on l'aurait observé si le chef de l'État avait été battu, surtout que l'élection était propre. Son mandat est limité. Si le peuple souhaite qu'il continue, il pourra le faire, mais il faut quand même revenir sur ces réformes-là. En ce qui concerne aussi le régime politique au Togo, qui n'est pas très bien défini, il faut pouvoir donc travailler sur ces réformes-là. C'est un défi assez grand et qui attend le chef de l'État. Voilà, Emmanuel Vivien Tomi, par rapport aux grands chantiers qui attendent Faure Gnassingbé, vous avez suivi tout à l'heure Germain, qu'est-ce que vous en dites? Faure Gnassingbé doit commencer d'abord par faire les réformes, tant souhaitées par des acteurs politiques, parce que les réformes, en fait, arrangent tout le monde. Il faudrait que nous sachions que dans nos tests, le mandat du président de la République est limité. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas contre lui, ce n'est pour ou contre personne. Et Faure Gnassingbé l'a dit, son parti l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas contre des hommes qu'il faut faire les réformes, mais il faut faire les réformes pour le pays. Donc il faudra que dans les mois et au plus les 2 ans qui viennent, que les réformes soient effectuées sous la houlette de Faure Gnassingbé. Il faudra que le dialogue soit franc, continuel, permanent, et que dans la mesure du possible, tous les acteurs politiques de presque tous les bords puissent apporter leur contribution, construire ensemble notre cité, notre pays. Il faudra aussi que Faure Gnassingbé termine ce qu'il avait promis en 2010, les 20+. Ce qui a été déjà fait, c'est bon. Ce qui reste à faire, il faudra le terminer. Et il a élu parce qu'il a présenté aussi un programme que certains Togolais, beaucoup de Togolais, ont apprécié. Il était le champion, il était le meilleur. Maintenant, il faudra appliquer effectivement ce qui est dit dans ce programme de société. Je ne suis pas très d'accord avec lui quand il parle
consacrer plus ce mandat au social. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas dire du tout, parce que c'est lui le président qui a été élu, et c'est peut-être ce programme qui a intéressé ses concitoyens. Mais il n'y a pas un temps pour s'occuper du social et un temps pour régler ou pour s'occuper des autres secteurs. Il est président en bonne et due forme, et il se doit de faire avancer le pays. Je crois que nous avons trop traîné avec les querelles politiques depuis les années 90. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper le retard, parce que vous avez vu que si on prend le plan des infrastructures, petit à petit, Lomé, la capitale togolaise, est en train d'emboîter les pas à Accra, un peu au Burkina Faso, à Ouaga, qui ne devrait pas nous dépasser. Et puis peut-être qu'on va les dépasser aussi. Ce qui reste à faire, c'est que le développement des infrastructures ne soit pas focalisé seulement sur la capitale togolaise, mais que les capitales des préfectures, les chefs-lieux des préfectures, puissent bénéficier effectivement de ces atouts-là. Il faut que les villes du Togo se développent. Il faut que les villages du Togo se développent. Vous savez, dans certains milieux dans notre pays, si vous voyez la couleur de l'eau, elle ressemble à la couleur de la terre, du sol. Il faudra continuer par trouver une solution à ces problèmes-là. La santé, nos hôpitaux ont besoin de moyens, d'équipements, et il faudra le faire. Vous savez, sur le plan social, il y a également ces revendications, ces mouvements. Il ne faut pas effectivement ignorer cela. Il faudra continuer ce débat, essayer d'expliquer aux syndicalistes ce qui est possible et, dans la mesure du possible, commencer effectivement par donner un début de solution à leurs revendications. Il faudra également que notre diplomatie se renforce et que cette diplomatie soit une diplomatie gagnante. Il ne faudra pas seulement qu'on soit bien vu, mais il faudrait qu'on ait effectivement les fruits. Je crois que... On a vu récemment quand même un accord qui lie le Togo à la Chine, je crois, où les Togolais n'auront plus besoin de visa pour se rendre là. Et je crois que en coopération, ça aussi, c'est gagnant. En matière de coopération, le Togo a beaucoup avancé. Nous sommes même allés présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça rentre dans l'histoire parce que ce n'est pas donné à tous les pays. Ça peut venir, mais ça va attendre longtemps. Aujourd'hui, il faudra que le Togo puisse être ce nouveau leader dans notre sous-région. Entre-temps, on disait la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud pour la zone australe, ainsi de suite, l'Égypte, l'Algérie. Il faudra que le Togo aussi soit cité comme un pays exemplaire, un pays modèle. Vous savez ce mot-là, le pays modèle, on ne disait pas pays, mais modèle, on connaît déjà ce mot dans notre histoire, colonie modèle. Il faudra que le Togo travaille parce que nous sommes un très petit pays et nous avons beaucoup de potentialités. Imaginez, le Togo, le nombre d'habitants du Togo, ça n'atteint même pas, je ne sais pas, un dixième de la, comment on appelle ça, du nombre d'habitants de certaines villes. Je prends la ville de Shanghai par exemple, 66 millions d'habitants. Donc, ce qui veut dire que pour le Togo, nous sommes presque un petit village et on a la possibilité de se développer. Dans le domaine des télécommunications, je suis très touché par le désir de Faure Gnassingbé d'innover, de faire quelque chose d'autre. Vous savez, on a même un ministère qui s'occupe de l'économie numérique. Mais il faudrait qu'il y ait effectivement des fruits de ce ministère. Il faut que ce département-là puisse convaincre aujourd'hui quelle est la connexion Internet que le Togo a. Pourquoi on souffre tant? Alors qu'aujourd'hui, sans l'Internet, on n'avance pas beaucoup. Faure Gnassingbé a promis beaucoup de choses. Il faudra qu'il revoie son livre. Il faudra qu'il puise un peu dans les 20+, ce qui reste à faire. Il faudra qu'il innove. Je veux qu'il mette un accent sur le social, comme il a dit,
Mais il n'y a pas que le Mais il n'y a social. pas que le Il est social. Il faut président à penser plein également. temps et il doit assumer son poste. Il est notre représentant. Voilà. Si nous revenons par exemple aux réformes politiques, comment ça devra se faire aujourd'hui? Puisqu'avant l'élection, on a vu beaucoup de dialogues qui se sont succédés, mais qui n'ont pas donné grande chose. On a vu le CPDC rénové qui a fait des propositions qui attendent. On a vu le président qui a mis sur pied une commission qui va se charger de revoir ces réformes. Mais comment ça va se faire concrètement aujourd'hui? Non, je crois qu'il n'y a que deux manières de faire des réformes, soit à l'Assemblée nationale, soit interroger directement le peuple par référendum. Bon, voilà, donc le chef de l'État a ces deux possibilités. À l'Assemblée nationale, on sait que unir seul ne peut pas faire les réformes. Il a besoin des autres partis de l'opposition pour le faire. Donc, aujourd'hui, si le chef de l'État veut faire ses réformes, il peut les renvoyer à l'Assemblée nationale en espérant qu'après la ferveur et l'euphorie préélectorale, les uns et les autres sont devenus plus raisonnables pour être beaucoup plus consensuels sur ces textes et donc les adopter, ce qui ferait économiser de l'argent au pays qui n'aura pas à se lancer dans des dépenses pour organiser un référendum. Maintenant, si à l'Assemblée, les gens qui, eux aussi, réclament les mêmes réformes n'adhèrent pas pour avoir la majorité qualifiée, donc pour modifier le texte fondamental, il va falloir tout simplement soumettre une autre constitution, donc au référendum, appeler le peuple à voter. Et quand on voit un peu les différentes élections depuis 2007, vous comprenez que Faure Gnassingbé et son camp ont le vent en poupe, dans ce qui est presque évident que si on prend les résultats tels qu'ils sont sortis des urnes, le président de la République n'aura pas du mal à convaincre le peuple pour voter par voie référendaire, donc une révision de la Constitution. Mais je crois que c'est une voie qui coûte plus cher, parce que c'est une élection. Il va falloir l'organiser avec voilà, tout ce qu'on vient de vivre. Voilà, il faut mobiliser encore des milliards pour le faire. Ça va coûter cher au pays, alors qu'on pourrait très facilement, si les acteurs politiques s'accordent à l'Assemblée pour faire ces réformes-là, qui sont consacrées par la Constitution, qu'elles soient relatives à la Constitution elle-même ou à des institutions. Donc je crois que ça peut se faire, parce qu'il faut dire que ce n'était pas vraiment de la mer à boire. Quand vous prenez finalement le processus de blocage, vous comprendrez qu'il y a eu l'ANC et UNIR qui ont bloqué. Donc ces réformes pour deux raisons principales. Simplement parce que au niveau de la limitation du mandat. Oui, les députés d'UNIR la rétroactivité ou non estimaient qu'il faut oublier cette rétroactivité et que permettre ce qui était aussi normal. On ne peut pas dire que la rétroactivité est vraiment une exception dans des cas vraiment assez spécifiques, donc définis par les lois elles-mêmes. Et le camp UNIR avait estimé qu'il fallait laisser tomber. Et ANC aussi qui avait tellement promis à ses militants que Faure Gnassingbé ne serait pas candidat et qui ne voudrait pas aller voter pour un texte qui permettrait finalement à Faure Gnassingbé d'être candidat. Donc finalement les deux partis ont bloqué ces réformes. Maintenant que l'élection est passée, Faure Gnassingbé a été candidat, la majorité des Togolais lui ont renouvelé leur confiance. Je crois que ceux qui bloquer les choses du côté de l'opposition doivent comprendre qu'ils ont tout intérêt, finalement, si le président choisit de poursuivre dans le sens des réformes, donc d'accompagner ce processus. Mais je pense que ça peut se faire si le projet est introduit, l'opposition pourra donc accompagner cette dynamique-là. Surtout que les gens étaient beaucoup plus accrochés à 2015. On en a fait une date, une année tellement extraordinaire, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Finalement, 2015 est passé, mais les gens ont présenté cette année-là comme une année qui allait chambouler des choses au Togo, comme une année assez risquée. Les gens ont eu peur, fin de 2015. Voilà, c'était un rendez-vous où la vie au Togo allait changer totalement et qu'on était, certains étaient dans une panique totale. Donc on a présenté 2015 comme ça. Maintenant 2015 est passé. L'année n'est pas passée, mais l'échéance de 2015 est passée. Je crois que tout le monde, après avoir digéré la défaite, là je parle de l'opposition,
pourra donc revenir à la raison pour savoir accompagner donc ce processus des réformes. Des réformes. Voilà, par rapport aux réformes, comment ça va se faire selon vous? Est-ce qu'on va encore aller à un dialogue ou bien on va prendre l'initiative, le chef de l'État va prendre l'initiative et l'introduire à l'Assemblée ou peut-être pas avoir référendaire? Vous savez, il y a beaucoup de schémas qui sont possibles. Maintenant, on s'est déjà entendu sur l'essentiel. Les acteurs politiques connaissent les points essentiels des réformes. Ce sont des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de faire dialogue Togo Télécom, dialogue Togocel ou Move. Il faudra plutôt s'attaquer à l'essentiel et faire des propositions concrètes. Il revient au chef de l'État de choisir la voie qu'il doit proposer effectivement au peuple. Et c'est au peuple qui va prendre la dernière décision. Aujourd'hui, on peut faire le référendum comme le soulignait Germain ou carrément. Mais sauf que ça va mobiliser encore plus de ressources. Oui, on peut faire des réformes à l'Assemblée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, faire des réformes à l'Assemblée, ce ne serait pas recommencer le tour des dialogues Togo Télécom et avec leurs conséquences? Parce que si on prend le dernier dialogue de Togo Télécom, on était très sûr que ça allait déboucher sur des résultats concrets, mais tout le monde était bloqué sur sa position, surtout les deux grandes tendances ANC et UNIR, et finalement, on n'a pas pu sortir quelque chose de potable. Aujourd'hui que Fonia Singbe est réélu, il a la possibilité de faire réaliser cette promesse faite aux Togolais de dire nous allons faire les réformes. Les réformes, maintenant, la forme, ça, c'est facile. Quand il y a la volonté de faire les réformes, on trouvera le meilleur moyen. Bon, le référendum, ça peut coûter, mais quand il s'agit de la vie de la nation, il faut faire les sacrifices qui sont nécessaires. Aujourd'hui, l'opposition doit savoir ce qu'elle veut. L'opposition ne doit pas se mettre ensemble parce que chacun a créé son parti politique pour des idéologies différentes. Si ces acteurs politiques étaient vraiment sur un seul point ou bien s'entendaient réellement ou avaient la même vision politique, bon, je ne crois pas qu'il y aura encore cette pluralité. Mais il y a cette pluralité, mais on se retrouve dans un camp. Et quand il s'agit de défendre des choses pour le pays, il faudra effectivement essayer d'harmoniser et puis de s'accorder les violons sur tel ou tel aspect. Et maintenant, avec le parti au pouvoir, on peut arriver à faire ces réformes facilement. Ce qui est nécessaire, je le répète encore, c'est que dans notre constitution, dans nos textes, qu'il soit bien écrit que nul ne peut être président d'une façon infinie. Il faudra que ça soit... Il faut préciser que le mandat est limité pour... Limiter le mandat, même si on veut 4 mandats ou bien 5 mandats, mais que ce soit limité. Ce qui est conseillé, c'est un mandat renouvelable une fois, mais si on veut mettre un mandat renouvelable 2 ou 3 fois, il vaut mieux que ce soit précisé. Mais quand c'est libre, je ne sais pas, le jour où quelqu'un prendra le pouvoir qui ne sera pas peut-être Fonia Singbe, qui ne fera pas de conception, mais il va garder le pouvoir pendant 50 ans. Ou bien son groupe va garder le pouvoir. Il faut forcément donc limiter. C'est un danger qui guette le peuple togolais, pas les acteurs, même pas nous aujourd'hui, mais pour les générations futures, il faudra limiter le mandat. Il faut que ça soit clair. Les États-Unis ont dit, voilà comment nous voulons que notre pays soit dirigé. C'est tout. Tu ne peux pas faire 50 ans de pouvoir, tu ne peux pas faire 30 ans, 38 ans de pouvoir aux États-Unis. C'est impossible. Parce que ça, depuis le temps des ancêtres, de ceux qui sont là, c'est déjà défini que ça doit être comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons, notre génération a un rôle à jouer et les acteurs politiques en premier plan, il faudra limiter le mandat. Il faudra revoir même le mode de scrutin. Quel est le mode de scrutin qui convient au Togo? Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Le mode de scrutin, le scrutin à un tour, c'est également la démocratie. 2 tours également, c'est la démocratie. Et pour le cas du Togo, un tour, c'est avec les conséquences. Et 2 tours également avec d'autres conséquences. Donc, il faudra que les acteurs politiques s'accordent à choisir la meilleure façon de faire l'élection. Et les réformes, je crois que, quel que soit le cas, ces réformes doivent venir avant la fin de l'an 2017 pour le bien même du Togo. Si on prend la décentralisation,
Vous pensez que si on avait amorcé véritablement le processus de décentralisation, les préfectures vont entendre quelque chose encore de la capitale? Non. Les préfectures, les chefs-lieux, les villes, les villages, les cantons vont se prendre en charge. Les conseillers vont travailler et je crois que le pays ira mieux quand à chaque niveau, chacun fait ce qu'il doit faire. La bonne gouvernance, il faut que les conseillers de la préfecture demandent au préfet ou bien au président du conseil de faire le bilan. Quelles sont les recettes que notre préfecture a? Je crois que tout cela, ça fait partie des réformes d'une façon générale, mais ce qui frappe les yeux, c'est les réformes politiques. Et je crois que le président Faure Gnassingbé a promis, et il doit respecter cette promesse-là, de faire les réformes tôt ou tard. Voilà, de faire les réformes tôt ou tard. Le président Faure Gnassingbé ne sera pas seul pour son quinquennat. Comme d'habitude, il y aura la formation d'un nouveau gouvernement et de plus en plus le débat se concentre autour de celui-là qui sera désigné pour diriger le gouvernement, donc le Premier ministre, le locataire de la primature. Des noms circulent, mais aujourd'hui, quelle doit être l'allure de ce futur chef de gouvernement? Oui, avant, je vais quand même revenir parce que c'est vrai, quand on parle de réformes, on donne l'impression que c'est ça qui doit amener à la démocratie, c'est ça qui doit régler les problèmes du Togo. Et l'opposition a réussi pendant un temps à présenter les réformes comme ça. Quand on y parle de limiter le mandat à 2, je crois que dans nos pays, le vrai problème, c'est la transparence des élections. Si l'élection est transparente, comme ce fut le cas le 25 avril, que Faure Gnassingbé a envie de faire 10 mandats ou pas, s'il est battu, il est battu. C'est quand on est incapable d'organiser des élections transparentes qu'on s'acharne sur la limitation du mandat. Le peuple peut limiter le mandat de Faure Gnassingbé à tout moment. Même le 2 tours dont on s'accroche, si c'était un scrutin à 2 tours, il n'y aurait jamais eu de deuxième tour le 25 avril. Parce qu'au premier tour, le président sortant a gagné avec 8%. Il n'y a pas de deuxième tour. Donc quand on s'accroche un peu trop à ces réformes, on donne l'impression, c'est vrai, si les élections ne sont pas bonnes ou on n'arrive pas à organiser de bonnes élections, il faut forcément limiter pour que, ne serait-ce que par la Constitution, on puisse empêcher à des présidents qui ont envie de s'éterniser de partir. Mais si les élections sont transparentes, comme dans certains pays en Occident, il n'y a pas de limitation. L'alternance se fait selon qu'il y ait des problèmes dans le pays ou pas. À un moment, la population estime, bon, tel parti ne fait plus l'affaire, n'a pas pu régler tel problème pour lequel nous l'avons choisi. Bon, il faut changer et on fait l'alternance. Ici, on n'est pas encore dans cette situation. Mais dans nos textes, en 92, le peuple togolais a décidé de limiter le mandat. Donc il faudra revenir à ceux qui ont sauté le verrou, c'est les représentants du même peuple. Oui, mais est-ce que c'était par référendum? C'était à l'Assemblée nationale que ça a été. Vous savez, quand on modifie la Constitution à l'Assemblée nationale, on va faire une chose. On va faire la même chose. La Constitution a prévu qu'on la révise de deux manières. Oui, mais donc il n'y a pas une manière plus légale que l'autre. Non, le référendum, c'est. On va faire une chose, si vous permettez. Les représentants du peuple. On va faire une chose. Je crois que tout à l'heure. Soit plus courte, c'est je crois que tout à l'heure, on s'est compris que le travail sera fait, c'est en chantier, parce que tous les acteurs politiques en ont fait un travail en amont et on va attendre de voir ce qui sera fait. Il y a le chef de l'État qui a mis en place une commission. Voilà, qui va se charger, on verra la proposition. Et justement, par rapport à ces réformes, je crois que l'une des plus importantes, on n'en parle pas assez, c'est le régime politique. Et je viens un peu à ta question, tu parlais du nouveau Premier ministre, parce que le Premier ministre est tout simplement nommé par le chef de l'État. On ne sait pas si on est dans un régime présidentiel, dans un régime semi-présidentiel, parlementaire, semi-parlementaire. Ce régime n'existe pas trop. Pratiquement, on est dans un régime présidentiel où il y a un Premier ministre qui est encore... ça fonctionne, mais on n'est pas dans le régime standard qui existe. Donc, est-ce qu'il faut que le Togo... Parce que là, c'est aussi un ministre qu'on peut démettre à tout moment. Voilà, donc il faut réfléchir à cela. Maintenant, par rapport à ça, quel Premier ministre pour le Togo? Ceci pour dire d'abord que le chef de l'État n'est même pas obligé de changer de Premier ministre après une élection.
puisque le Premier ministre n'est pas nommé en fonction de la majorité au Parlement. Sinon, il aurait changé. Mais aujourd'hui, au vu des défis qui attendent par rapport au travail qui mérite d'être fait. J'en arrive. Donc, c'est pour s'accrocher un peu aux réformes que je le dis. Maintenant, est-ce qu'à Oumézounou et son équipe, parce que quand on parle de Premier ministre, on parle de gouvernement, s'il démissionne, c'est tout le gouvernement qui s'en va, il faut recomposer. Est-ce qu'à Oumézounou et son équipe doit partir? Est-ce que la mission ou les nouveaux défis du chef de l'État imposent qu'on renouvelle l'équipe ou qu'on la change totalement? On n'en sait rien. C'est d'abord au président de savoir que le peuple a estimé qu'il a bien travaillé et qu'il doit continuer. C'est pour ça qu'il a été reconduit. Est-ce que finalement l'équipe, c'est celle-là qui gagne? Est-ce qu'il faut toujours la garder? On l'a vu avec le RPT d'antan. Le RPT avait gagné en 2007. Un peu en 2010, mais on a dissous le RPT. Maintenant, est-ce qu'il le fera avec le gouvernement? On n'en sait rien. On pense qu'à chaque élection, il faut forcément recomposer. Et plusieurs voix aussi s'élèvent pour parler d'un gouvernement d'ouverture ou d'union. Mais je crois que le chef de l'État... Il y a certains qui parlent, comment dirais-je, catégoriquement de transition. Le chef de l'État n'est pas obligé d'ouvrir son gouvernement parce que c'est lui qui a gagné l'élection sur la base de ce qu'il a fait et de ce qu'il a promis faire. Il n'est pas obligé de solliciter d'autres bras dans l'opposition pour l'aider à faire ce travail. Mais s'il le souhaite, il le fera. Bon, comme on l'a vu un peu, si certains aussi souhaitent l'accompagner, peut-être qu'ils sont les bienvenus. Mais pour moi, la recomposition du gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. Peut-être si Faure Gnassingbé veut passer à un rythme plus soutenu, un rythme plus accéléré, et qu'il estime que le Premier ministre actuel ou que certains membres du gouvernement ne suivent pas ce rythme, et qu'il y a des défis plus pressants et des problèmes qu'il faut résoudre et qu'il faut changer les personnes qui ne sont pas forcément, qui ne font pas l'affaire, donc il le fera. Mais aussi, il y a eu des soutiens à la candidature du chef de l'État dans l'opposition. Donc des gens qui ont accompagné, demandé à ce qu'on vote pour lui parce qu'il n'a pas été élu uniquement par les membres du NUI, certains partis de l'opposition, notamment l'UFC de manière indirecte, à travers le président de sa jeunesse, donc Jean-Luc Omao, et puis d'autres partis, la CPP et autres, CPP, même le BAC, OBU, qui aussi, pas aussi officiellement, mais donc il y a eu ces soutiens-là. Est-ce que le chef de l'État va ouvrir un peu son gouvernement à ces personnes-là qui l'ont soutenu? On n'en sait rien. Ou est-ce qu'il va les nommer à d'autres postes où ils peuvent être plus utiles? On n'en sait rien du tout. Quel est l'avenir de cet accord RPT, finalement, UNIR IFC, si on peut le dire? Non, c'est RPT UFC, puisqu'il n'y a pas encore d'accord entre le UNIR et l'UFC. RPT n'existe plus, donc l'accord n'existe plus. L'accord est caduc. Oui, mais si... il y a donc là, il va falloir signer un autre accord. Mais quand même, on a constaté qu'avec UNIR, cet accord... c'est la continuité, ça je dis la continuité. Plus ou moins, pas dans les mêmes termes. Donc, quel sera le sort de cet accord? Est-ce que l'UFC sera toujours présente dans le gouvernement Faure Gnassingbé? Donc, je crois que c'est à lui aujourd'hui, après, de voir par rapport à son agenda. Que le peuple lui a confié pour les 5 prochaines années, de voir face aux nouveaux défis qui s'imposent à lui. Est-ce qu'il faut apporter un nouveau souffle? Est-ce qu'il faut renouveler? Est-ce qu'il faut ouvrir? C'est le mieux placé pour apprécier. Voilà, Emmanuel Vivien, qui pour accompagner Faure Gnassingbé par rapport à tous ces défis qu'on a cités aujourd'hui, maintenir le gouvernement, ou bien peut-être procéder à un jeu de chaises ou carrément un remplacement à tous les niveaux. Vous savez, on dit souvent on ne change pas l'équipe qui gagne. Sauf qu'en matière de gestion du pays, bon, c'est les ministres qui sont là, ils vont nous excuser, mais bon, ils ne sont pas les seuls intelligents citoyens. Il y a d'autres aussi qui peuvent faire les mêmes choses. Ce qui est sûr, le gouvernement qui est en place va partir tôt ou tard. Au cours de ce quinquennat, et puis aussi il y a certains ministres qui vont garder leur poste, peut-être même le Premier ministre pendant un temps, et on va assister à l'entrée d'autres nouvelles têtes, d'autres ministres. En ce qui concerne la forme du gouvernement, je pense qu'il y aura toujours un gouvernement d'union ou d'entente ou un gouvernement d'ouverture.
beaucoup de partis ont appelé à voter Faure Gnassingbé. J'aimerais le souligner. Je pense qu'il faudra noter, par exemple, l'UFC. L'UFC, pas seulement la personne de Jean-Luc Omaou, mais le premier responsable. Mais c'est lui qui l'a dit ouvertement. C'est Jean-Luc qui l'a dit ouvertement. Le premier responsable de l'UFC, d'une façon indirecte, a soutenu Faure Gnassingbé et son partenaire, UNIR. Et puis on a vu le premier vice-président de l'UFC, El Hadj Bourahima Diabaté, en campagne à Mango, et dans certains milieux de sa zone. On a vu également le deuxième vice-président, Elliot Oguine, en campagne dans certaines zones. On a vu le conseil politique, le ministre André Johnson, en campagne. Il y a M. Forson qui était en campagne. Donc il y a beaucoup de responsables de l'UFC qui étaient en campagne. En réalité, l'UFC a battu campagne pour unir. Il ne faut pas se tromper. C'est clair, même ils disent, vous ne pouvez pas être sur un arbre et commencer par couper ses racines. Ce n'est pas possible. Ils sont toujours en partenariat. S'ils ne devraient pas soutenir UNI, ils étaient dans la logique, ils devraient sortir du gouvernement. Donc ils sont toujours solidaires du gouvernement. On a vu également d'autres responsables politiques comme les responsables du parti CPP et puis du parti NDP. On a vu Gilbert Achou en campagne. On a vu également le PDM avec Kolani Henry, qui était en campagne. Donc, au but, effectivement, moi je pense que Aguiome Kodjo, il ne faut pas se tromper, aujourd'hui est devenu encore plus sage. C'est d'une façon diplomatique que je le dis. Et on a vu sa sagesse au cours de cette campagne électorale. Quand il ne dit pas clairement voter pour Faure Gnassingbé, mais il n'a jamais appelé à voter également pour ses anciens amis de l'opposition. Donc le message est plus que clair. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé fera sûrement un travail avec tous ces acteurs politiques-là. On va le retrouver dans la composition de ce gouvernement. Mais il y a beaucoup de ministres qui vont rester, peut-être même le Premier ministre va rester pour un temps. Et il faut noter également que au niveau de l'accord dont on parlait tout à l'heure, UFC-RPT, l'accord existe toujours et c'est Faure Gnassingbé lui-même qui l'a dit. L'accord RPT-UFC est devenu accord UNIR-UFC. Clairement. C'est dit clairement. C'est au nom de cet accord que des gens de l'UFC, des membres de l'UFC sont toujours dans le gouvernement et c'est au nom de cet accord que Giclis Olympio et Faure Gnassingbé continuent par collaborer. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que des partis comme le CAR, des partis comme l'ANC, d'autres acteurs politiques se retrouvent également dans ce gouvernement à former prochainement et que chacun apporte sa contribution. Pourquoi pas? Les anciens candidats, moi je les retrouve dans des postes de ministres ou bien au moins leurs collaborateurs, membres du gouvernement. Chacun veut travailler pour le pays. On attend de Ils voir. ont des potentialités, ils n'ont qu'à les mettre ensemble avec la force de Faure et bon, le pays va avancer encore plus. Voilà, très bien, vous avez assez compris. Il faut noter quand même que des journaux sont dans les kiosques ce matin et nous allons vous donner les grandes lignes, commençant par l'alternative qui titre présidentiel du 25 avril, le braquage électoral de l'année. Prétendue victoire sans gloire ni honneur. Et puis CENI, Pedro, patriotisme et bravoure. Observation électorale, Paul Ameganpo et la CNSC, porte-voix de la dictature, s'interroge l'alternative. Et puis sommaire présidentiel 2015, une nuit ambivalente au QG de Cap 2015. Et puis chronique politique, Faure Gnassingbé a encore perdu la présidentielle du 25 avril 2015. Analyse et solution à l'usurpation de la victoire électorale. Et puis pour finir, gouvernance, quand Faure et les siens vont-ils enfin déclarer leur bien, s'interroge l'alternative. Et puis écho du pays, également dans les kiosques avec à la une, proclamation des résultats définitifs et prestations de serment. La Cour constitutionnelle confirme Faure Gnassingbé pour 5 ans. Résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle à retrouver dans les colonnes du journal Écho du pays. Et puis Michael Jean, qui a envoyé Sangaré, félicite Faure Gnassingbé et crie Écho du pays. Les preuves d'une défaite cuisante de Jean-Pierre Fabre. Pour finir, les cours ont repris sur toute l'étendue du territoire national. Et puis ça, c'est Écho du pays. L'Union pour la patrie également dans les kiosques écrit avec le contrôle du recensement des suffrages exprimés et les résultats définitifs. La Cour constitutionnelle renvoie Faure Gnassingbé au plein exercice de son nouveau quinquennat. Et puis, un présidentiel nouveau dans éditorial, un présidentiel nouveau, le temps du rassemblement. Passé le délai du litige, le bitumage de Malfa Kassa prolongé
lancé à Adakpame. Panier de la ménagère, tomates rondes et oignons frais font progresser la baisse des prix. Et puis présidentielle 2015, le tableau comparatif de la société civile CNSC qui confirme la tendance des résultats du vote. Dans les perspectives des 5 prochaines années 2015-2019, 2000 micro-projets d'infrastructures socio-collectives et économiques. Ça, c'est pour ce qui concerne la une du journal L'Union pour la Patrie. Le libéral à présent dans les kiosques également qui titre « Résultats définitifs de la présidentielle du 25 avril 2015. Donc, pages 4 et 5 du journal. Thierry Tama à la cérémonie de prestation de serment, le plus jeune des candidats donne le bel exemple. Et puis, contestation des résultats du scrutin présidentiel, l'autre stratégie politique de Fabre. Présidentielle du 25 avril, dernier acte. Fort Gnassingbé prête serment devant la Cour constitutionnelle. C'est parti pour 5 ans, écrit le libéral. Le 1er mai à la CET, 16 agents récompensés. Reprise des cours, 1 mois pour sauver l'année scolaire. Journée mondiale de la liberté de la presse. Lire le communiqué du CONAP. Et puis chronique de la semaine pour finir. Fait divers, la ruse de Bandifo. Et puis à la une du journal, on peut lire Fort Gnassingbé a prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Les miliciens de l'ANC projettent assassiner Claude Amegavi et Abbas Kabwa, nous apprend chronique de la semaine. Et puis l'OIF rend un hommage à Fort Gnassingbé pour sa brillante victoire. À quand la prestation de serment du président Jean-Pierre Fabre, s'interroge chronique de la semaine. Et puis qui écrit Jean-Pierre Fabre n'aime pas les Togolais du septentrion. Les raisons qui ont fait mordre la poussière à l'opposition togolaise 4 fois en 8 ans, écrit chronique de la semaine. Ainsi donc dans les kiosques ce matin vous retrouvez chronique de la semaine, le libéral, écho du pays, l'Union pour la Patrie et l'Alternative. Merci donc à nos invités. Germain Pouli de Togo Réveil, le journal sera dans les kiosques quand? Vendredi prochain. Vendredi prochain, voilà. Déjà une idée? Forcément. On reviendra forcément sur cette prestation de serment, on reviendra forcément sur les raisons qui ont milité en faveur de cette victoire. Pas en faveur, non, qui ont milité en défaveur de Jean-Pierre Fabre. Il a été battu, et puis nous allons revenir un peu sur quelques faits divers pendant la campagne électorale, et puis pourquoi pas revenir sur les défis qui attendent Fort Gnassingbé au cours de ce prochain quinquennat. Voilà, et puis merci également à Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, forcément attendu jeudi. Et puis d'ailleurs nous sommes en ligne, 24 heures sur 24 on peut nous lire. Le lien www.plumelib.tg. Nous avons effectivement préparé un dossier sur la présidentielle de 2015 et je crois que les lecteurs vont découvrir ce que c'est. Voilà, merci donc à vous toutes et à vous tous, surtout merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, 3 hommes, 1 dame. Merci également aux équipes au niveau des médias partenaires Radio KNTB à Lomé, VGK Palimé Radio Lumière à Anéro, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bien de choses chez vous. Au revoir.